Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 7 septembre 2022 et je j'ai choisi un livre à la bibliothèque de l'université. Euh, Bref, un livre m'est tombé dans les mains et c'est celui-ci. Alors, parce que j'ai mis plusieurs pages en même temps. Voilà, c'est celui-ci. La République de Diogène de Suzanne Husson, une cité en quête de la nature. Alors, comme d'habitude, je lis pas, je picore, voilà, je choisis par hasard ce qui semble être le hasard, évidemment, dans la mécanique universelle sur mon site. J'essaie de démontrer qu'il n'y a pas de hasard. Mais je choisis par hasard le, un, un passage, un moment, etc., etc. Et bien souvent, alors, avant de commencer une lecture, je lis la table des matières. Alors, là, il est question, donc il est question de Diogène le Cynique, euh, qui est né en 300 et quelques, 350 ou 340 avant Jésus-Christ. Donc, longtemps après Platon, un siècle après Platon pratiquement, euh, puisque Platon est né dans 440, 400 et quelques, avant Jésus-Christ. Et donc, apparemment, j'ai regardé un petit peu le début, le problème textuel. Et le problème textuel, c'est apparemment sur le fait qu'on lui attribue ou non euh, une république, un livre euh, sur la République. Alors, on, apparemment, il aurait écrit plusieurs ouvrages. Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Euh, mais il y a un doute sur le fait qu'il ait écrit ces ouvrages-là. Bon, bref. Au final, voilà, on lui attribue les ouvrages suivants: des dialogues, Céphalion, Histias, le G, Pordalos, le peuple d'Athènes, la République, l'art de la morale sur la richesse, traité sur l'amour, Théodore, Hippias, Aristarque, sur la mort, des lettres, cette tragédie, Hélène, Thieste, Héraclès, Achille, Médée, Chrysippe, Oedipe. Voilà. Mais Sosicrate, par exemple, affirme que rien n'est de Diogène, etc. Bon, bref, peu importe. Le, Au moins dans pour le travail que je réalise et qui est juste un point d'appui sur des lectures comme ça. Je découvre les lectures en même temps que je les lis et ça me permet de digresser vers mon point de vue sur des choses. Par exemple, ça peut être sur sur l'évolution de l'humanité, puisque c'est la question qui m'intéresse fondamentalement, sur laquelle je travaille depuis 20 ans, à partir de ce site mécaniqueuniverselle.net, et dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture de ce site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et donc, je vais lire un petit peu la table des matières et on va voir s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Alors, dans le chapitre premier, c'est les problèmes textuels. Voilà,
la tradition assimilant les républiques de Platon, Diogène et Zénon, qui auraient donc été soit copiés, soit les mêmes, soit du même auteur, etc. Voilà, etc. Le chapitre 2, sagesse, cynique et philosophie. Alors, les cyniques, c'est donc un mouvement de pensée, on va dire, un mouvement philosophique de cette époque-là, et ça vient du chien. Voilà, du chien philosophe au philosophe chien. Du chien philosophe, je pense que c'est Platon qui parle de ça. Euh, de, que le philosophe doit un peu se comporter comme un chien, c'est-à-dire fidèle avec les gens de la maison, et qui protège, qui tient à distance les gens qui viennent. Le rejet de l'éducation philosophique platonicienne. Alors, pourquoi il y a ce rejet? Mais le rejet, voilà, le rejet d'une école sur l'autre, c'est quelque chose, ben on peut commencer par parler de ça d'ailleurs. Alors, le rejet est quelque chose de créatif. La créativité, le monde de la créativité, en art, dans tous les domaines, tire son énergie la plus importante de la contestation du système précédent. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie. Hein. Voilà, le fils doit contester le père pour pouvoir affirmer sa propre identité, sa propre existence, et même s'il reprend le travail du père, par exemple, il va le porter plus loin. Il faut qu'il le porte plus loin, qu'il l'améliore. Voilà, on le voit dans la région où je suis, un, il y a un grand restaurant très étoilé, etc. Le fils reprend le flambeau et il amène des améliorations, des choses dans le système. Dans l'art, c'est la même chose. Et bien souvent, ça vient en contestation. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose que j'ai analysé quand je faisais de l'art. Je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait toujours ces deux mouvements qui étaient là. Il y avait un mouvement, par exemple, quand il y avait quelque chose de très conceptuel, par exemple, le mouvement conceptuel se met en place, derrière va s'établir des peintres qui vont reprendre de la matière, qui vont reprendre de la peinture et en mettre en bloc, en pagaille dans les toiles, etc., en contestation de ça. Derrière ça, un autre mouvement va ramener quelque chose de plus sobre, etc. Et on est toujours dans ces deux mouvements. Et les mouvements en peinture, c'était souvent le côté rationnel, le côté de l'esprit, et le côté charnel, le côté émotionnel, le côté du corps. Voilà. Et ces deux grands thèmes forment la trace de l'évolution de la création, de la créativité en art. Et en philosophie, c'est la même chose. On s'établit sur la contestation d'un autre système, bien souvent. Voilà, et c'est caractéristique au départ de la philosophie grecque, quand un philosophe dit tout vient de l'eau, celui qui vient après va dire tout vient du feu, non, tout vient du feu, l'autre qui dira tout vient de la terre, etc., tout vient de l'air, voilà, etc. Et donc c'est un petit peu pour se démarquer, c'est ce qui fait complètement évaser la créativité, partir dans tous les sens et aller expérimenter tous les domaines. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, par exemple,
je pense que Socrate, sa morale s'est imposée sur la critique des, 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 des sophistes. Mais je n'en suis pas sûr, ça c'est à vérifier. Mais à mon sens, l'hypermorale, on pourrait dire l'hypermorale de Socrate vient de l'ammoralité de la philosophie sophiste. Et après, l'humanité, elle choisit ce qu'elle veut. Elle choisit qui elle va prendre pour tracer sa ligne. Et elle n'a effectivement pas pris la voie des sophistes qui préconisaient de pouvoir abuser de ses congénères, en somme. Hein, c'était un petit peu le thème. Et l'humanité a choisi, a préféré la morale, même si euh, elle est dense et elle est juste, hyper juste, on va dire, de Socrate, qui est un peu la même morale que les grandes religions de l'époque qui arrivent. À l'époque de Socrate, de Platon, il y a le bouddhisme qui arrive, le judaïsme qui arrive, etc. Un peu plus tard le christianisme. Mais ces grandes religions s'imposent aussi sur des tabous, sur des lois qui étaient plutôt injustes. Donc, il y a à chaque fois une évolution vers la justice. Et ça, cette évolution vers la justice est tout le temps en œuvre dans l'humanité. Maintenant qu'on a le laïc, d'une certaine façon, a chassé le religieux, la morale religieuse, parce que elle était tout en conservant ses bases, la structure, les choses fondamentales des morales religieuses. Mais elle a écarté la morale religieuse parce qu'elle avait des défauts et qu'il fallait les dépasser, et qu'à ce moment-là, on pouvait prendre dans une morale laïque, dans une éthique laïque, dans une loi, dans le code pénal qu'on connaît, etc. Déjà, c'était pas partisan. La morale chrétienne, elle est pour les plus ou moins pour les chrétiens, la morale juive plus ou moins pour les juifs, la morale musulmane pour les musulmans. Disons qu'elles privilégient, pas, elles sont universelles, hein, elles ont une valeur universelle, c'est pour ça que l'humanité les a choisies. Mais elles privilégient leur communauté. Et le laïc ne privilégie plus du tout ça. C'est la pure justice. C'est-à-dire celui qui est riche ou qui est pauvre, celui qui appartient à telle communauté ou à telle autre, il est normalement logé exactement à la même enseigne. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore rendu parfaite ce droit, même si le droit en théorie il est parfait, son application n'est pas laisse à désirer bien souvent. Voilà. Donc, voilà. Alors, je continue ma lecture de la table des matières. La gymnastique, toujours dans la sagesse cynique et philosophie, le chapitre 2. La musique, il parle aussi sur la musique. Les disciplines théoriques, un nouveau socratisme, ça c'est intéressant à lire. La présence ouverte de la liberté, l'exemplarité morale, le ponos comme démonstration. Chapitre 3. La cité de l'autarcie, un nouveau sens de l'autarcie, la seule vertu pour origine, l'épreuve de l'utopie, la notion d'utopie, un exercice de sagesse, la nature sans retour. La deuxième partie, une cité sans distinction. Radicaliser Platon, chapitre 1er. Le refus des distinctions sociales, l'absence de propriété privée, l'abolition du mariage, l'inutilité des armes, l'absence de serviteurs ou le travail accepté. Ça, c'est quand même. Voilà, il y avait les Grecs ont quand même travaillé sur des thèmes très importants et ils ont
quand on peut penser qu'ils ont inventé la plupart des choses. Pas que les Grecs, hein, parce que je pense que dans la même période, en Asie, c'était la même chose, et en Égypte ou ailleurs, voilà. Donc, c'est clair qu'il y a des mouvements comme ça qui sont un peu en avance, mais et qui après se répandent sur l'ensemble de la planète. L'absence de serviteurs, donc, ou le travail accepté, c'est quand même incroyable parce que c'est l'abolition de l'esclavage d'une certaine façon. Et voilà, la valorisation du travail pour épanouir l'être humain. Une identité de vie, au-delà des différences sexuelles, une identité de fonction, l'initiative sexuelle féminine, l'homosexualité. Bon, il a travaillé, si c'est lui, il a travaillé sur tout ça. Et en radicalisant le travail déjà accompli par Platon sur la République. Le chapitre 2, un renversement des fondements. Donc c'est là où les cyniques, comme comme maintenant, voilà, on retrouve chez les hédonistes le fait de vouloir renverser les icônes établies, renverser Socrate, renverser Platon, renverser Freud, renverser, etc., etc. Donc il y a cette contestation pour s'affirmer soi-même. Et il y a un travail contre la morale, mais qui est profond, hein, qui est même carrément dans la société. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu délicat. Et à mon sens, voilà, c'est un petit passage dans l'histoire de l'humanité parce que ça va s'arrêter. Je pense qu'on reviendra à la morale parce que l'humanité a, pour fonctionner correctement, pour éviter que l'humain ait le plaisir d'abuser ses congénères et trouve ça tout à fait moral, ce qui gâche le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, s'il est actuellement maltraité, c'est en grande partie parce que cette morale du respect d'autrui est, est un peu, euh, a été un peu écartée par le néolibéralisme. Parce que c'est pas le peuple qui spontanément va casser sa morale et partir dans l'immoralité. Les nouveaux dominants du néolibéralisme, l'époque, quand ils sont arrivés, tout de suite, quand le néolibéralisme a vaincu quand le capitalisme a vaincu le communisme, il a jeté le communisme avec l'eau du bain, avec toutes ses valeurs. Il a essayé de donner au monde l'idée que toutes les valeurs morales du libéralisme, du communisme, toutes les bonnes valeurs sociales, etc., c'était nul et qu'il fallait prendre que les valeurs de l'ultralibéralisme. Ça, c'est l'arrivée des Bernard Tapie, des Berlusconi, des Reagan, des Thatcher, etc. Et donc, ils sont partis dans une... ils ont cassé, en somme, le, le, le côté positif du communisme, ils l'ont étouffé. Et ils se sont montrés comme voilà, des gens qui étaient sans foi ni loi, qui pouvaient, voilà, les symboles, c'était le patron d'industrie qui arrive, qui vire tout le monde, qui achète une industrie pour 3 fois rien, une usine, il la remet un peu sur pied, il la revend, il fait une plus-value énorme, et puis il vire tous les ouvriers sans aucun problème. Voilà, c'était ce genre de choses, ça a été le grand moment des délocalisations. Des patrons d'industrie pouvaient fermer une usine ici et aller s'installer dans des endroits où ils pouvaient répliquer l'esclavage de leur grand-père du 19e siècle. Hein. C'était tout, hein. C'était ça, c'était un retour. Et on a laissé complètement, on n'a même pas discuté sur ça, parce que
le système néolibéral, en prenant les médias, en s'accaparant les médias, il a empêché complètement la critique. La critique a été complètement éteinte à partir des années 80, 85, voilà, 80 et quelques là. D'un seul coup, le capitalisme a complètement pris le pouvoir, il a racheté les médias qui appartenaient au peuple, au- à l'État, donc au peuple en réalité, hein. Et, euh, et là, il les a complètement pervertis. Et il les a pas pervertis avec la censure. Il les a pervertis avec l'argent, en surpayant les présentateurs, les chefs, les patrons de chaînes, etc. Il a fait un système pyramidal qui a mis tout le monde au pas dans ce système. Et donc, la corruption est bien plus forte que la censure. Parce que les journalistes, quand ils se défendaient contre la censure de l'État, du gouvernement, du politique, quand les chaînes étaient publiques. Quand il y avait une censure, ça révoltait, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Si on te censure, si on censure quelque chose, tu es révolté et donc tu vas trouver le moyen de l'exprimer. Et donc il y avait par exemple, quand ils étaient censurés sur la presse par le pouvoir politique, ils laissaient un encart blanc en disant là voilà, mon article ne peut pas paraître. Et ça, c'était un acte de résistance absolue, super, génial dans le truc. Et donc il y avait plein de moments comme ça, il y avait une solidarité du milieu journalistique, etc., qui fonctionnait face à la censure, justement. Mais la corruption, quand on amène la corruption, c'est complètement autre chose. La corruption, elle, la corruption, elle, elle nous pollue, elle nous salit. Donc si on accepte la corruption, si on accepte le protocole du pervers, parce que c'est un système pervers, il ne faut pas se leurrer, hein. Donc les grands patrons qui ont acheté les chaînes, les Berlusconi, etc., tous ces types-là, ils ont, en surpayant les animateurs, les trucs comme ça, ils les ont muselés. Mais c'est tout simple, hein. C'est voilà, dans n'importe quel cas, si on accepte l'argent, c'est fini, notre âme est salie. Il faut un effort considérable pour plus tard dire bon, j'abandonne tout ça, je veux plus de ton argent et je veux ma liberté, je veux retrouver ma liberté. Il n'y a quasiment pas de cas de journalistes, de ces grands journalistes-là, qui détenaient le pouvoir dans les chaînes, qui ont dit stop, je veux plus de ton argent. C'est impossible parce qu'on organise toute une vie en étant payé 20 ou 30 000 euros par mois. On organise sa vie en fonction de ça et revenir en arrière, macache ou alou, c'est pas possible. Donc, cet état ce système de corruption est hyper puissant quoi, par rapport à l'état de morale. Voilà. Et donc, et maintenant, on est en train de revenir en arrière. Et alors, dans cet état de corruption, les dominants, ces nouveaux dominants, les Tapie, les Berlusconi, tous ces milliardaires qui arrivaient là dans les années 80, 90, etc., ils ont donné une ambiance générale et évidemment, la partie, on va dire, qui a les dents longues du peuple, qui est les dominants du peuple, ceux qui veulent le pouvoir dans le peuple, pareil, qui veulent se hisser, qui veulent sortir de la condition, qui veulent rejoindre l'élite. Et on le voit par exemple dans le rap de ces années-là, même il avait des thèmes qui étaient extrêmement critiques et vraiment intéressants, mais il voulait être dans une Benz, il voulait avoir des dents en or, il voulait faire partie de la jet set, il voulait être à la télé, il voulait qu'on flatte leur ego, il voulait avoir des nanas comme
les Berlusconi et compagnie, sauf que les autres se cachaient. Et eux, ils ont en fait mimé de la façon la plus kitsch le monde, le monde des milliardaires, quoi. Hein. Les rappeurs, ça a été pendant une grande, au moins certains, hein, une grande partie de ces rappeurs-là, ont voulu vraiment ressembler à ces dominants. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Et en fait, ce système-là a perverti un petit peu l'ambiance du peuple. Le peuple n'a plus trouvé ses valeurs dans ce qui se passait et donc il s'est euh, voilà une grande partie du monde a changé sa morale, a changé son éthique personnelle. Ok, ben, puisque la mode c'est d'abuser d'autrui, ben je vais faire pareil quoi. Ça a désolidarisé le peuple, ça a enlevé les trucs, ça lui a donné des valeurs qu'il n'avait pas à avoir et en faisant, en disant, parce que c'était ça que les Berlusconi disaient, que Tapi par exemple disait, il faut tous devenir des dominants, devenez des leaders. Voilà, je vais faire des écoles, des trucs, vous allez pouvoir être des leaders et être des grands patrons. En faisant monter le nombre de dominants, de prétendants, ça fait monter la violence. Parce qu'en fait, plus il y a de prétendants, et plus il y a de compétition, plus il y a de violence, d'agressivité, etc. Et en fait, c'est ça qui a perverti le système. Parce qu'avant, il y avait un petit nombre de dominants. Voilà, il y avait 5% de dominants et tout le reste, ils n'avaient pas l'intention de changer de conditions. Leur valeur, c'était l'amitié, voilà, les relations humaines, les choses basiques, avoir sa petite famille, son truc. On n'en demandait pas plus. Et étaient valorisées ces valeurs-là, d'ailleurs. L'Église valorisait le pauvre, le peuple, etc., et critiquait le riche, etc., dans ce truc-là. Et là, on a inversé. On a critiqué le pauvre, le mendiant, ça devenait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent même abuser des mendiants, quoi, de les maltraiter. On s'est retrouvé avec des choses aussi paradoxales que des êtres humains pervers allaient pouvoir maltraiter des mendiants pour s'amuser, les plus souffrants de l'humanité, quoi. C'était incroyable dans ces années qui sont passées. On va sortir de ces années-là. Mais on voit à quel point le néolibéralisme, alors il a amené des choses fondamentales. Il a universalisé les choses. Des patrons d'entreprises sont allés s'installer en Inde ou en Bangladesh, etc. Ils ont amené un peu d'éthique occidentale. Ben, ils n'ont pas complètement amené les valeurs occidentales pour donner des conditions de travail excellentes aux gens et faire monter le système. Hein. Ils l'ont fait au minima de ce qu'ils devaient faire, quoi, de ce qu'ils pouvaient faire. Voilà, mais en règle générale, ils allaient là-bas pour abuser, tout simplement, pour retrouver un esclavage, une servitude que les patrons d'industrie du 19e siècle euh, avaient. Voilà, c'est tout simple. Et donc, les journalistes n'ont même pas tiqué, n'ont même pas vu, n'ont même pas pu. Les critiques ont été étouffées, certainement des gens se sont rendus compte de ça puisque moi je l'ai écrit dès le début. Enfin, je m'en suis. Comme, tout de suite, j'ai tout de suite compris ce mécanisme qui se présentait là. Et donc, mais on n'avait pas droit au chapitre, quoi qu'il arrive, même si on envoyait un, un papier à dans dans un journal, la plupart du temps, c'était pas lu ou c'était détourné ou bon bref, c'était pas, il n'y avait pas de, c'était lettre morte dans ces choses-là. En tout cas, voilà, le système on voit comment ce système a toujours
un côté positif, un côté négatif. Le côté positif, c'est en rentrant dans la mondialisation, ils ont fait rencontrer ces grands patrons, ils ont tissé des liens, ils ont fait des routes de commerce incroyables entre la, la Chine est sortie de son marasme, la Russie aussi, donc il y a eu cette possibilité d'universalité, même si, avec tous les défauts que ça a, mais ça a mené beaucoup de choses à l'évolution de l'humanité sa, vers son ultime perfection, vers son unité. Même si, à la sortie de ça, on se retrouve avec une guerre, avec un deuxième presque rideau de fer, avec une tentative de repartir dans quelque chose qu'on a connu dans les années 60-70, voilà, la lutte entre le capitalisme et le communisme. Et il y a encore une erreur de... on, malheureusement, on, c'est l'inintelligence qui fait que ce système n'arrive pas à comprendre que l'idéal, c'était de prendre le meilleur d'un et le meilleur de l'autre et de mixer le meilleur du communisme, le meilleur du capitalisme et de mixer ces deux choses pour en faire quelque chose. Et là, c'était quelque chose de... C'est ça qui devait se faire. Malheureusement, on ne comprend pas cette chose-là. Comme on ne comprend pas, voilà, par exemple, on ne tire pas la leçon. La colonisation, il y avait, à la fin de la colonisation, quand les peuples voulaient leur autonomie, etc., il y avait la possibilité de le faire sans dégâts, sans violence, sans rien du tout, et en partageant le leadership. C'est-à-dire en disant, on a bien compris que vous voulez votre autonomie, ce qui est tout à fait normal. Alors, si vous voulez, nous, on a des gens qui sont ici, dans les pays, etc., on va changer les mentalités radicalement. On va vous transmettre tout notre savoir, on va vous aider à passer d'un système à l'autre. Voilà, simplement, il faudrait, comme ils sont nés sur ce territoire, les pieds noirs, etc., voilà ce qu'on appelle, comme ils sont nés là et qu'ils aiment ces pays, il faut les englober, voilà, il faut enlever leur pouvoir, il faut que vous preniez le pouvoir, mais il faut les accepter en tant que, voilà, et donc dire aux colons, voilà, il faut accepter maintenant ces règles-là. Si ça avait été accepté, le, le, le système serait passé comme ça, il n'y avait pas des gens qui devaient quitter un pays dans lequel ils étaient nés, leurs parents étaient nés, pour venir vivre, pour être déracinés. Ça ne se serait pas passé comme ça, en réalité. Ils auraient été inclus dans le système. Mais il fallait que ça soit l'amour, la bienveillance, le respect, l'intelligence, la clairvoyance, la conscience qui gère ce genre de truc. Et là, on se retrouve exactement au même problème. Ça n'a pas servi de leçon. Et l'Occident, il a cette surdité parce qu'il a ce problème de dominant. Le dominant est sourd, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il se fait renverser régulièrement et un jour ou l'autre, il est chassé de là où il est, de sa dominance. C'est obligatoire parce que il sait pas la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il connaît pas ce moment de la dernière goutte d'eau. Il abuse, et là, il y a un moment où c'est fini, terminé. Et ça revient pas en arrière. Une fois que c'est parti, c'est fini. La révolte, une fois qu'elle est partie, c'est terminé. Tu l'arrêtes pas dans ces choses-là. Et donc là, l'Occident fait exactement la même chose. C'est pourquoi j'écris depuis X temps, partageons le leadership avant qu'on nous oblige à partager pas à le partager, mais même en définitive, en se comportant comme des dominants, on fait des prétendants à la dominance. Tandis que si on avait compris là, à partir de cette mondialisation,
ok, on partage le leadership, c'est-à-dire il n'y a plus l'impérialisme américain, européen, occidental, c'est fini, on ferme ce genre de choses et on partage avec les Chinois qui sont émergents, les Hindous, les BRICS, etc., les Russes qui veulent chacun quelque chose, ok, on fait tomber le truc, on arrête d'être dans le système dominant-dominé et on passe à autre chose. Et là, on ne le fait pas. Et on est reparti dans l'idée qu'on va faire plier l'autre et qu'on va l'étouffer, etc., etc. Sauf que sur le papier, ça marche toujours. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il est fort possible que l'Occident là, perde la bataille contre la Chine et la Russie qui se sont mis en position de prétendants. Ils n'étaient pas forcément destinés à être des prétendants. Ils voulaient partager le leadership, selon moi. Je ne suis pas dans la tête de tous ces gens-là, mais à mon sens, ils étaient OK pour partager le leadership, pour passer sur un système mondial où on mettait de la justice, parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes, ils viennent de l'URSS, l'URSS qui avait toutes les grandes valeurs pour donner l'égalité dans les pays, pour libérer les pays africains, pour libérer, etc. Il y avait toutes ces valeurs en même temps que les valeurs négatives du communisme. Hein, il ne faut pas se leurrer. La dictature du prolétariat, le manque de liberté, etc., etc. Tout ça, c'est indéniable. Mais il y avait toutes les valeurs positives qui étaient là. Et donc, on aurait pu, ils voulaient, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Quand on écoute les Russes parler aux Africains, ils leur disent ça suffit, arrêtez de. Nous, on est là pour rétablir l'ordre, que vous arrêtiez de vous faire piller vos richesses, etc., etc. Le système, ce système-là, il est fini. On veut le changer, on veut revenir, on veut amener un système plus juste à l'échelle mondiale. Voilà comment parlent sans doute les Chinois aussi et les Russes, même si ils abusent peut-être de leur côté aussi. Je ne connais pas bien le système politique tel qu'il est, mais ils abusent moins, sans doute, que l'Occident. Et donc l'Occident sera chassé progressivement de tous ces endroits. Il ne faut pas se leurrer, ça mettra peut-être 20 ans, 30 ans, mais il est destiné à ne plus être là-dedans. Alors soit on accepte de partager le leadership gentiment, mais ça veut dire vraiment travailler sur notre ego, ça veut dire perdre l'ego du dominateur, et ça c'est compliqué dans l'état d'esprit d'un groupe humain qui s'est mis en tant que dominateur depuis des millénaires. C'est compliqué de changer cet état d'esprit. Mais c'est une nécessité. Sinon, eh ben, on sera maîtrisé par les puissances émergentes. À mon sens, voilà, c'est mon point de vue. Et c'est là où il y a quelque chose d'incroyable. Et c'est pourquoi, dans les médias, il y a ce racisme ambiant qui est clairement entendu, quoi. Le racisme, le racisme colonial, hein, il y a une ambiance coloniale dans le milieu journalistique, dans le milieu qui passe actuellement, qui donne les valeurs. Ceux qui donnent les valeurs, il y a cette ambiance-là. C'est clair, même s'ils le maîtrisent le maximum pour pas déraper de trop, mais il y a cette ambiance-là. Donc, et ça décline de notre tempérament, du leadership, de ceux qui a pris le pouvoir dans le monde occidental depuis une quarantaine d'années. C'est clair qu'il y a cette ambiance-là, et il y a un racisme anti-pauvre, voilà, un narcissisme absolu qui fait que on va soutenir le riche et maltraiter le pauvre. C'est l'anti-morale en fait, c'est l'anti-héroïsme. Le héros, il défend le pauvre, voilà, Robin des Bois défend le pauvre
de, de, de la prédation du riche, de, de la, de la vampirisation du riche, et l'anti-héros, il va se ranger du côté du riche et pour critiquer le pauvre. C'est ce qui s'est passé avec même s'il fallait que ça soit comme ça, de toute manière, si ça s'est passé comme ça, mais avec la révolte, la dernière révolte populaire, on a fait passer le peuple voilà, il y a un mépris du peuple en réalité. Et donc, il y a un maintien du peuple en servitude, donc on le maintient dans l'ignorance, dans l'abêtissement, dans la violence, dans l'auto-violence, et en fait, après, on se demande, et c'est à double tranchant. On croit qu'on tire des bénéfices de ça, sauf qu'en abêtissant le peuple, on le rend dangereux vis-à-vis de les riches le rendent dangereux vis-à-vis d'eux. C'est clair. Et là, le, y a plus. Le peuple est devenu, il a envie de mordre et il mord dès qu'il le peut. Donc là, les dominants ne peuvent plus bouger là, en quelque sorte, parce que le peuple, comme il est maltraité, c'est un chien, c'est un cynique, voilà, c'est un cynique qui mord tout de suite. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle, je vais dire, il n'y a que la justice. Voilà. Il n'y a que le bien. Et on connaît les valeurs du bien. N'importe qui pourrait dire, c'est logique maintenant de partager le leadership. Peut-être qu'au XVIIIe siècle, ça ne marchait pas comme ça. Mais maintenant, on rentre dans la mondialisation, on a construit les structures pour fonctionner universellement. Il est temps de passer consciemment vers le partage du leadership vers une mondialisation où chaque groupe humain, le monde musulman, le monde d'Amérique latine, le monde, les peuples premiers, les Chinois, les Russes, les Occidentaux, les Américains, etc., chacun partage ce leadership de manière bonne, juste, intelligente, sans essayer de niquer tout le monde. Voilà, un truc, parce qu'on voit tout, ça se voit là, maintenant tout est apparent là. Dès que on voit les combinaisons, les combines des dominants, c'est même si s'ils arrivent à étouffer un peu le truc, mais c'est tellement évident que là, ça va devenir extrêmement difficile de pouvoir abuser, de pouvoir être pervers dans ce système-là. Ça va être extrêmement difficile. Donc il faut que les pervers narcissiques cèdent le pas à des hommes politiques justes en Occident, que les justes montent. Pour l'instant, on fait monter que la perversion narcissique, c'est eux qui s'imposent dans les luttes de pouvoir, etc. C'est ce système qui s'impose parce que les médias soutiennent ce système-là. Mais il faut revenir à un système où les hommes politiques les plus éthiques, les plus justes, les plus universalistes, les montent et prennent le pouvoir pour pouvoir discuter correctement avec l'ensemble du monde. Voilà. Si l'Occident reste dans une attitude comme elle est là, on perdra le leadership et malheureusement, il faudra payer l'addition de cette surdité. Selon moi, c'est mon point de vue. Voilà. Bon, j'ai bien dérivé, mais c'était important que je parle de ça. Ça fait longtemps que je parle de ça sur différentes vidéos, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Une prise de conscience est nécessaire. Elle viendra, quoi qu'il arrive, elle viendra. Par la force ou par la conscience, le monde sera multipolaire. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a pas photo. Et même si ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, même si le monde occidental parvient à arracher sa victoire et à continuer à dominer pendant 10 ans, ça ne tient pas le choc, quoi. C'est logique que ça ne tienne pas le choc. Voilà. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je suis désolé de mes emportements, mais
Et en même temps, quand même, il faut bien dire que le monde, si c'est construit comme ça, c'est comme ça qu'il doit se construire. Cette surdité, si c'est elle qui s'impose plutôt que la conscience, c'est parce que il faut que ça soit comme ça. Alors peut-être que c'est la seule solution pour que les faucons, parce que c'est les faucons qui sont au pouvoir, que les faucons américains entendent les choses. Ils ne peuvent pas l'entendre autrement qu'en passant par la surdité et par le fait qu'à un certain moment, voilà, ils voient qu'ils ont tout à perdre ou que c'est dangereux ou que quoi que ce soit et ils peuvent, c'est peut-être le seul moyen pour eux d'arriver. La conscience ne peut pas fonctionner pour eux. Voilà. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas d'erreur dans l'évolution de l'humanité. Voilà. La seule chose, c'est qu'on peut constater et si ça peut servir à des prises de conscience, tant mieux. Voilà, une prise de conscience arrive et à ce moment-là, on change d'attitude et on, on prend, on comprend qu'il faut prendre la voie de la justice, la voie de l'universalité, la voie du partage, la voie du non-abus d'autrui, voilà, du respect absolu d'autrui. C'est la condition de l'humanité qui arrive. Merci de votre écoute.